Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter le graphique de la fonction sinus de base. Et pour ça, nous allons nous faire une petite animation avec GeoGebra pour voir comment est construite cette fonction-là. Alors, d'abord, avant de parler de graphique et tout ça, définissons sa règle, mais surtout comprenons ses variables. Alors, la fonction de base, sa règle, c'est f de x égale sinus de x. Il n'y a peut-être pas grande surprise là-dedans, mais il faut comprendre ce que représentent x et y pour être capable de bien visualiser ce qui se passe. Alors, x, oui, c'est la variable indépendante classique, évidemment, mais dans un rapport trigonométrique, l'argument représente une mesure d'angle. Alors, ça va être une mesure d'angle, évidemment, nous, on va être en radians. Et la variable dépendante, oui, c'est la valeur des sinus, mais concrètement, ça correspond à l'ordonnée d'un point trigonométrique lorsque l'angle va varier. Donc, ça va être l'ordonnée du point trigonométrique lorsque varie l'angle. Alors, pourquoi l'ordonnée, ça correspond au sinus de l'angle? Ça, je vous ramène à une capsule antérieure que j'ai faite sur les coordonnées trigonométriques dont je vais mettre la référence dans la description de cette vidéo. Alors, nous sommes dans le cercle trigonométrique. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va s'intéresser à faire tourner un point autour du cercle trigonométrique et au fur et à mesure que son angle va augmenter, on va examiner comment se comporte le sinus de cet angle ou autrement dit, l'ordonnée du point trigonométrique. Alors, en abscisse ici, remarquez que nous allons avoir des fractions de pi. Évidemment, ce sont des angles. Ce sont des mesures d'angle. Donc, la variable indépendante qui représente des mesures d'angle, ben oui, ça va faire en sorte que notre plan cartésien va être gradué en fractions de pi. Et en y, ce sont les ordonnées. Alors, ici, moi, j'ai un petit fichier GeoGebra que je me suis fait pour bien visualiser ça. Alors, oui, c'est comme une fenêtre séparée en deux. Du côté gauche, j'ai le cercle trigonométrique et du côté droit, j'ai le graphique sur lequel va se tracer la fonction. Alors, le point trigonométrique dont on parle, c'est le point P qui est ici. Et l'angle au centre, évidemment, c'est l'angle POA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier la mesure de l'angle POA et à chaque moment, je vais m'intéresser à l'ordonnée du point trigonométrique P qui correspond à la valeur de son sinus, ou du sinus de l'angle plutôt. Et cette valeur-là ici va être reportée dans le plan cartésien qui est là. Alors, bon, au début, on est à 0. Donc, je vais juste effacer ça ici, voilà. Alors, POA, la mesure de l'angle POA vaut 0 radian. Donc, évidemment, le point P, son sinus vaut 0 parce que son ordonnée est nulle. Donc, on a un point à 0, 0 dans ma fonction de base. Et là, P va... En fait, l'angle au centre POA va commencer à augmenter. Et dans le premier cadran, évidemment, ben, le point se déplace vers le haut, donc son sinus augmente. Jusqu'à temps qu'on arrive à un angle au centre de pi sur 2. Alors, à pi sur 2 ici, vous voyez qu'on est à une unité du centre, c'est la mesure du rayon. Donc, à pi sur 2 radians, on est ici à un maximum pour ma fonction sinus. L'ordonnée 1, c'est l'ordonnée de ce point-là, parce que le rayon, c'est 1. Dans le deuxième cadran, l'angle augmente encore, mais là, cette fois-ci, le point P redescend. Donc, son sinus est en décroissance jusqu'à un angle au centre de pi radian. Alors, l'angle au centre de pi radian qui est ici, ben oui, le sinus est revenu à 0 parce que c'est l'ordonnée du point trigonométrique qui est nulle. Dans le troisième cadran, l'angle augmente toujours, donc on se déplace encore une fois vers la droite dans ma fonction sinus. Et là, le sinus tombe négatif, évidemment, et toujours en décroissance jusqu'à 3 pi sur 2, où le sinus est minimal. L'ordonnée du point trigonométrique, c'est moins 1. Ça correspond au rayon du cercle. Et donc, on est vis-à-vis ici un minimum dans ma fonction sinus de base. Et dans le quatrième cadran, évidemment, le sinus
est en croissance parce qu'on remonte jusqu'à une rotation complète de 2π qui correspond à un cycle complet de ma fonction sinus. Et après, évidemment, bon là, moi, mon fichier GeoGebra, quand même, c'est limite, là, mais après, ici, ça devrait continuer exactement. On repasse comme dans le premier cadran pour un angle supérieur à 2π. Ce sont les mêmes sinus que dans le premier cadran, donc cette partie-là recommence ici. Premier cadran, suivi encore du deuxième cadran, et ainsi de suite. Alors là, je peux malheureusement pas le faire parce que, comme je vous dis, mon petit fichier GeoGebra a ses limites, mais on est capable de reporter le cadran 1 ici, au-delà encore une fois, et après ça, c'est le cadran 2 qui recommence, et le cadran 3, et ainsi de suite. Même chose si j'avais pu admettre des angles négatifs, peut-être que j'upgraderai mon fichier GeoGebra pour l'avenir, mais si j'avais commencé à tourner dans le quatrième cadran, donc des mesures d'angle négatives à partir de 0, okay, ben on aurait tout de suite été dans le cadran 4, dans cette même portion-là qui est ici, qui est la dernière que nous avons tracée. Donc, oui, le cadran 4 suivi du cadran 3, ensuite du 1, et ainsi de suite, du 2 et du 1. Alors, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est périodique. C'est toujours dans le même ordre qu'on retrouve nos 4 cadrans. Et cette forme de fonction-là s'appelle une fonction sinusoïdale parce que elle se comporte comme une vague, comme ça, infinie, et le nom qu'on donne à ce type de fonction, ce sont des fonctions sinusoïdales. C'est le nom qu'on leur a donné. Alors voilà. Donc, dans mon ici dans mon plan cartésien, je vais prendre quelques minutes pour la reproduire. Alors, on avait ici au départ un point à 0, 0. Ensuite de ça, mon deuxième point caractéristique, c'était à π sur 2, 1. Ici. Ensuite, π, 0. 3π sur 2, moins 1. Et 2π, 1. 0, puisque je raconte là. Alors, ça nous fait, grosso modo, un premier cycle qui a l'air de ceci, qu'on a, je pense, bien découpé selon les 4 cadrans. Donc, effectivement, c'est 4 quarts de même longueur, de même mesure, c'est-à-dire que c'est 4 quarts qui représentent chacun un cadran. Donc, le premier quart ici, ça correspond aux valeurs du cadran 1. Ici, cadran 2. Ici, troisième cadran. Et finalement, le quatrième cadran qui est là. Et ce pattern-là peut être reporté ou complété encore et encore. On repasse par le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3, et ainsi de suite. Donc, c'est une fonction qui, finalement, n'a pas un domaine limité, mais un domaine qui est finalement l'ensemble de tous les réels. Bon, j'en conviens, c'est pas parfait comme dessin, mais l'important, c'est de placer correctement les points que je pourrais appeler les points plus caractéristiques. Bon, l'analyse de cette fonction-là, on va aller voir ça. Alors, le domaine, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Autrement dit, chaque angle au centre a un sinus qui lui est associé, peu importe la mesure de l'angle. Le codomaine, c'est de moins 1 à 1. Ce sont les limites du cercle trigonométrique qui correspondent finalement aux mesures du rayon vers le haut et vers le bas. La période, c'est évidemment un tour de cercle, c'est 2π. 2π rad, mais j'écrirai pas rad, là, je vais juste écrire 2π. Et la fréquence, on le sait, c'est 1 sur 2π. Le maximum, c'est 1 et le minimum, c'est moins 1. Bon. Là, c'est sûr que les intervalles liés aux signes, liés à la croissance et à la décroissance, là, il y en a plusieurs. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se donner
comme par exemple un petit code de couleur, question de bien le voir. Alors, quand est-ce que la fonction elle est positive? Alors, moi j'aime bien utiliser des couleurs pour visualiser tout ça. Donc, elle est positive, par exemple, de 0 à pi. Oups. Pas comme ça. Elle est positive de 0 à pi, comme ça. D'un point jaune au point vert, mais aussi de tous les points jaunes à tous les points verts qui suivent. Alors, si on regarde ça comme ça, elle est toujours positive d'un point jaune au point vert qui le suit. Alors, comment est-ce qu'on peut symboliser tout ça avec une écriture mathématique qui est à la fois complète et compacte? Ben, dans le fond, on va dire qu'elle est positive de quel intervalle? Ben, à partir de 0 jusqu'à pi, donc, je vais écrire 0, même si c'est pas nécessaire d'écrire 0 habituellement. De 0 à pi, elle est positive. Mais, pas juste ça. Si je déplace ces bornes-là de 2pi, ou de 4pi, ou de 6pi, c'est encore vrai. Donc, je peux ajouter à ces limites-là un nombre entier de 2pi, et ça va toujours être d'un point jaune à un point vert. Alors, si j'ajoute un nombre entier de 2pi, ou de tours complets, je génère automatiquement l'ensemble de tous les points jaunes et l'ensemble de tous les points verts. Donc ça représente une écriture très compacte pour parler de tous les points jaunes à tous les points verts. Évidemment, il faut ici préciser que n doit être un nombre entier, positif ou négatif. On peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Quand on a compris ça, ben, quand est-ce que la fonction est négative? Ben, elle est négative d'un point vert à un point jaune. Alors, je pourrais dire, par exemple, elle est négative de pi à 2pi. Donc, de pi à 2pi. Et je peux déplacer ces bornes-là autant de fois que je veux, tant et aussi longtemps que j'avance d'un multiple entier de 2pi, qui est la période. Donc, plus n fois 2pi, plus n fois 2pi. Et là, j'ai de cette façon-là généré tous les points verts comme étant la valeur inférieure de mon intervalle, et ici, tous les points jaunes comme étant la valeur limite supérieure de mon intervalle. Et le reste se fait de la même façon. Quand est-ce qu'elle est décroissante et croissante? Ben écoutez, elle va être croissante, admettons, du point bleu qui est là au point rose qui est le maximum suivant, et ainsi de suite dans tous les cycles. Donc, d'un minimum au maximum suivant. Alors, on va s'en prendre un premier à témoin. On va dire de moins pi sur 2 à pi sur 2, c'est croissant. Donc, de moins pi sur 2 à pi sur 2, c'est croissant. Et ces bornes-là peuvent être déplacées d'autant de fois 2pi que je veux. Donc, autrement dit, d'un multiple entier de 2pi. Pourquoi j'ai écrit 2n ici? J'ai été distrait. Excusez-moi, pas 2n, mais c'est juste n fois 2pi. Une petite distraction. Alors, de moins pi sur 2 à pi sur 2, et je peux déplacer ces bornes-là d'un multiple entier de 2pi, et ça génère tous les points bleus à tous les points violets. Comme ça. Et donc, voilà. Et là, ben, décroissant d'un point violet à un point bleu. Donc là, je ne ferai pas tout le truc là. Donc, ça va être de pi sur 2 à 3pi sur 2, plus n fois 2pi, plus n fois 2pi. Et les zéros, ce ne sont pas tous les multiples de 2pi, mais ce sont tous les multiples de pi. Donc, x égale n fois pi. Et pour tout ça, on a que n doit être un nombre entier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on construit la fonction sinus de base. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé.